Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me dire qui vous êtes exactement? Oui, je m'appelle Laurent Alexandre. Je suis neurobiologiste et chirurgien à l'origine. Je suis le fondateur de Doctissimo et aujourd'hui je suis le président d'une société de séquençage ADN qui s'appelle DNA Vision. Moi je viens vous voir parce que vous avez fait une conférence à TEDx où la conclusion de la conférence c'était ma conviction personnelle et que certains d'entre vous dans la salle allaient vivre 1000 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se fait qu'on pourra peut-être vivre jusqu'à 1000 ans? Les progrès biotechnologiques sont aujourd'hui spectaculaires, qu'il s'agisse de cellules souches, qu'il s'agisse de génomique, qu'il s'agisse de nanomédecine. Les gens qui étaient dans les salles et qui ont moins de 10 ans, et il y en avait, auront 90 ans en 2100. Le niveau technologique que nous aurons à cette époque-là permet de penser qu'ils pourraient connaître une très longue espérance de vie. Alors, concrètement, comment ça va se passer? On va prolonger la vie, on va empêcher les maladies? Qu'est-ce que les technologies vont permettre de faire? Nous avons déjà commencé à le faire puisque notre espérance de vie a plus que triplé en 250 ans. Rappelez-vous, en 1750, notre espérance de vie était de 25 ans. Elle est aujourd'hui de 85 ans. Donc nous allons continuer, et nous allons le faire de plus en plus vite, nous allons continuer à réduire l'impact des maladies, à améliorer les thérapeutiques dont nous disposons, et donc nous allons continuer à augmenter notre espérance de vie comme nous le faisons déjà depuis 250 ans. Il ne faut pas oublier que le recul de la mort n'est pas quelque chose de nouveau. Cela fait 250 ans que la mort recule de façon accélérée. Il n'y a pas une limite possible? Alors il y a une limite naturelle à notre espérance de vie. Sans intervention médicale, on considère que l'espérance de vie humaine ne peut pas dépasser environ 125 ans, c'est-à-dire l'âge qu'avait Jeanne Calment à sa mort. Mais avec des modifications de nos cellules, de notre ADN, on peut légitimement penser que dans les siècles qui viennent, nous casserons cette limite. Alors, dans cette conférence, vous avez fait 4 scénarios. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les 4 scénarios envisageables sur l'évolution de l'espérance de vie? Il y a 4 scénarios et il n'y en a que 4. Le premier scénario, c'est le scénario catastrophique, c'est le scénario des vers. C'est un scénario qui verrait une baisse de notre espérance de vie dans les décennies qui viennent à cause de la pollution, des OGM et des différentes menaces qui pèsent sur nous. C'est un scénario pessimiste, c'est un scénario qui, de mon point de vue, est assez peu probable. Le deuxième scénario est un scénario de stabilisation de notre espérance de vie qui cesserait de croître. C'est là non plus assez peu probable compte tenu de l'évolution des technologies. Il y a un scénario de poursuite d'augmentation de l'espérance de vie. Vous savez qu'aujourd'hui, notre espérance de vie croît de 3 mois chaque année. Et dans ce scénario, il y aurait poursuite de cette croissance au même rythme. Et puis, il y a un scénario de croissance très rapide de l'espérance de vie à cause des technologies NBIC. C'est un scénario dans lequel notre longévité croîtrait très vite dès le XXIe siècle. Vous pouvez expliquer ce que c'est que les NBIC? Les NBIC, c'est un terme un peu barbare, très connu aux États-Unis, beaucoup moins en Europe. N, ce sont les nanotechnologies, ce sont les technologies qui permettent d'agir au milliardième de mètre grâce à de minuscules machines et robots moléculaires, directement au niveau des molécules et par exemple au niveau des cellules. B, c'est les biotechnologies et la biomédecine, c'est les cellules souches, c'est la médecine génomique, le séquençage de l'ADN. I, c'est l'informatique et C, c'est la cognitique, c'est-à-dire l'intelligence artificielle et les sciences du cerveau. Aujourd'hui, c'est quelque chose. Enfin, vous expliquez également que ce qui relevait auparavant de la science-fiction va devenir médecine réalité. Concrètement, on en est où de ce passage entre la science-fiction et la réalité? Aujourd'hui, il y a 3 vagues technologiques qui sont à l'œuvre. La première, c'est l'hybridation de notre corps avec des implants. On le voit avec les cochlées artificielles pour traiter les enfants sourds, avec des implants électroniques dans le cerveau des enfants sourds. Qui permettent à des enfants sourds de pouvoir entendre, avec la rétine artificielle, c'est-à-dire l'implantation dans la rétine de circuits électroniques pour traiter les cécités, et avec de multiples dispositifs de modulation crânienne que l'on met directement dans le cerveau. Alors on a vu par exemple des gens qui contrôlent leur bras, enfin qui étaient amputés d'un bras, qui ont mis un bras robotisé, contrôlé par le cerveau. C'est l'une des applications. La plus fréquente aujourd'hui de ces applications, ce sont les implants cérébraux pour les patients atteints de maladies de Parkinson graves. La deuxième vague technologique, c'est celle de
de l'ingénierie du vivant, c'est-à-dire que ce sont les technologies qui permettent de modifier notre ADN, nos cellules et nos tissus. Au niveau de notre ADN, c'est la possibilité de faire des manipulations génétiques et de changer des morceaux de notre ADN quand nous sommes porteurs d'une maladie. Au niveau de la cellule, ce sont les cellules souches qui permettent de régénérer des tissus. Et puis, au niveau d'un tissu entier, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie tissulaire, c'est-à-dire la possibilité de régénérer un tissu entier, un organe entier, grâce à des cellules souches et à une matrice de polymères qui sert de support au nouvel organe que l'on fabrique. Alors, vous parliez également d'un tsunami technologique au sens où le séquençage de l'ADN, qui était quelque chose qui était inenvisageable il y a 25-30 ans, pour vous, vous êtes persuadé que tout le monde va être séquencé, sauf ceux qui refusent. Vous teniez à préciser. Nous allons tous être séquencés parce que le coût du séquençage de la totalité de nos chromosomes, de la totalité de notre ADN, s'effondre de 50% tous les 5 mois. C'est-à-dire que tous les 5 mois, le coût de l'analyse de notre génome est divisé par 2. La première fois où on a séquencé quelqu'un, ça a duré 13 ans, entre 1990 et 2003. Ça a mobilisé 20 000 chercheurs dans le monde entier et ça a coûté 3 milliards de dollars. Aujourd'hui, ça dure quelques heures, un technicien suffit et cela coûte 1 000 dollars. À la fin de la décennie, cela coûtera le prix d'un jean, cela coûtera 100 dollars. L'effondrement du coût du séquençage ADN est effectivement un tsunami technologique. La baisse du coût est beaucoup plus forte encore qu'elle l'est dans le cas des microprocesseurs, où elle est de 50% tous les 18 mois, c'est la loi de Moore. La loi de Moore. Mais qu'est-ce que ça va avoir comme implication, le fait qu'on va avoir son ADN séquencé aussi facilement? Qu'est-ce que ça va changer concrètement? Eh bien, nous allons connaître nos facteurs de risque génétiques très tôt. Il est probable que l'on va séquencer les individus avant même leur naissance, puisqu'il est possible de séquencer les fœtus maintenant sans faire d'amniosynthèse, c'est-à-dire avec une simple prise de sang chez la mère, puisqu'une petite part de l'ADN du fœtus passe dans le sang de la mère. On va être séquencé très tôt et cela va permettre de déterminer un programme de prévention des maladies que l'on aura dépistées. Dans un deuxième temps, par les thérapies géniques, nous modifierons les séquences d'ADN problématiques. Parce qu'aujourd'hui, si on arrive à identifier les maladies dont on risque d'avoir, il est possible de les freiner, de les enrayer ou de les soigner. Alors il est possible de les prévenir par la médecine traditionnelle dès aujourd'hui. Si je sais que vous avez un facteur de risque important d'avoir un infarctus jeune, on peut lutter contre votre cholestérol, on peut s'acharner à vous faire arrêter de fumer, on peut donc faire une prévention avec des moyens médicamenteux traditionnels. Demain, on utilisera des méthodes de l'univers NBIC et notamment on modifiera les séquences ADN dans le cas des maladies graves, la mucoviscidose, les myopathies, les maladies neurodégénératives quand elles sont d'origine génétique, c'est-à-dire liées à une anomalie de nos chromosomes. Et qu'est-ce que vous pensez des entreprises comme, je crois que c'est 1-2-3-Me, l'entreprise de la femme 23andMe. Ouais. 23andMe est une société qui est financée par Google et qui est dirigée par la femme du copropriétaire de Google, Sergey Brin. Son approche est une approche très consumériste, donc très américaine, mais elle n'est pas inintéressante. Aujourd'hui, elle utilise une technologie génomique encore rudimentaire. On peut penser que dans le domaine de la génomique, comme dans les autres domaines, Google va progresser rapidement. Parce qu'une des choses qui m'avait étonné et que je trouvais très intéressante dans 23andMe, c'était le fait qu'il y avait des communautés derrière. C'est-à-dire que les gens commençaient à comparer leur génome, leur séquençage ADN, pour arriver à essayer d'améliorer. Bien sûr. 23andMe, c'est un petit peu le Facebook de la génomique. Les gens comparent leur génome et comme les Américains sont assez exhibitionnistes et pas très pudiques, les gens indiquent les maladies dont ils vont être touchés, alors que chez nous, nous avons plutôt tendance à cacher les maladies dont nous pourrions être porteurs. D'ailleurs, le cofondateur de Google, Sergey Brin, qui a été séquencé par 23andMe, a mis sur son blog qu'il était atteint d'un variant génétique qui favorisait beaucoup la maladie de Parkinson et qu'il a 3 chances sur 4 d'avoir une maladie de Parkinson dans les 30 années qui viennent. C'est quelque chose qu'on imagine plus difficilement en France. On ne voit pas un patron du CAC 40 indiquer sur son blog qu'il est porteur d'une anomalie génétique qui va le conduire à avoir une maladie handicapante. Alors j'ai vu également qu'il y a des gens qui sont payés pour séquencer le génome de Barack Obama et des autres leaders américains pour éviter qu'il ne soit tué
justement avec des composants, enfin, parce qu'on va déceler telle ou telle prédiction, enfin telle ou telle maladie qu'il pourrait avoir. C'est-à-dire que ça devient aujourd'hui un enjeu de sécurité nationale de s'intéresser à l'ADN de certaines personnes. Bien sûr, il faut éviter que les chefs d'État soient séquencés par des services secrets étrangers ennemis et qu'ils soient empoisonnés à partir des faiblesses génétiques qui auraient été découvertes en séquençant de façon illégale le chef de l'État. Vous savez qu'on peut séquencer quelqu'un à partir d'un petit peu de salive. En récupérant le verre dans lequel a bu Barack Obama, il est possible de le séquencer. Il me semble que c'est dans un cadre de Wikileaks où on voyait le département d'État américain qui demandait à ses espions d'essayer de récupérer l'ADN des principaux leaders des autres pays. Nous devrons bientôt arriver dans les réunions avec nos propres gobelets et repartir avec le gobelet et vérifier que personne ne prend le gobelet pour récupérer la salive qui est sur le bord du gobelet les cheveux. Et nous séquencer. C'est plus pratique à partir de la salive. Mais donc ça veut dire que c'est pas seulement quelque chose, cette révolution NBIC, qui va nous permettre de prolonger la vie, c'est aussi quelque chose qui peut entraîner la mort ou qui va faciliter. Les technologies NBIC vont être extraordinaires en matière médicale, mais comme toute technologie, elles auront des effets secondaires. Il ne faut pas croire qu'une technologie puisse être neutre, il ne faut pas penser qu'une technologie puisse ne pas avoir d'effets secondaires. Il y aura des accidents avec les nanotechnologies, il y aura des accidents avec la génétique, il y aura des accidents avec l'intelligence artificielle. On ne peut pas exclure que dans les siècles qui viennent, il y ait des formes d'intelligence artificielle qui deviennent hostiles. C'est un sujet de science-fiction éculé, mais cela pourrait arriver, pas aujourd'hui bien sûr, pas demain, mais peut-être dans quelques siècles. Alors, dans une autre conférence, vous parliez de risque de neurogoulag et de risque de dérive neurototalitaire. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu À partir du moment où on va de mieux en mieux contrôler notre cerveau, où il va être possible de mettre des implants modifiant notre comportement cérébral, il pourrait être à craindre qu'un gouvernement totalitaire se serve de ces technologies-là pour nous asservir. Imaginez ce que Pol Pot au Cambodge, ce qu'Hitler ou Staline auraient fait s'ils avaient disposé des technologies NBIC. Ils s'en seraient servis pour asservir les hommes, ils s'en seraient servis pour asservir les consciences, ils auraient utilisé ces technologies-là à des fins neurototalitaires. Il faudra, dans les siècles qui viennent, protéger l'intégrité de notre cerveau contre les tentatives que l'État, dans certains pays, pourrait avoir de nous asservir. C'est ce qui se passait sous Staline, où on envoyait les dissidents en asile psychiatrique, oui, on les gavait de médicaments. On les gavait de médicaments, mais on ne pouvait pas modifier leur fonctionnement cérébral. Alors qu'avec les technologies dont nous parlons, dans les décennies et les siècles qui viennent, on le pourrait. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter justement ce genre de dérive? Maintenir la démocratie et éviter toute forme de totalitarisme est la seule chose que l'on puisse faire. Car il est clair qu'un État totalitaire se servira de ces technologies pour maintenir son pouvoir. Donc la démocratie est une exigence encore plus forte au XXIe siècle que dans les siècles passés. Et vous parliez également de risque de géno-impérialisme ou d'eugénisme positif. Oui, vous avez vu qu'il y a quelques jours, les Chinois ont lancé un grand programme de séquençage des surdoués. 2200 surdoués dans le monde vont être séquencés par le BGI, qui est le plus grand centre de séquençage au monde et qui est en Chine. Les Chinois souhaitent déterminer les variations génétiques qui favorisent les gens qui ont un quotient intellectuel extrêmement élevé. Si nous trouvons de tels variants, on peut penser que les pays qui veulent assumer, qui veulent développer leur pouvoir géopolitique pourraient s'en servir pour développer le quotient intellectuel, les capacités intellectuelles de leur population et gagner la bataille géopolitique, la bataille technologique des décennies qui viennent. Il est clair que dans les temps qui viennent, le principal actif d'un pays, dans la guerre technologique qui vient, est de disposer de bataillons importants d'ingénieurs et de scientifiques de très haut niveau. On peut craindre que certains pays se servent des technologies NBIC pour augmenter les capacités intellectuelles de leurs spécialistes de technologie. Et il faut voir que le technicien, le scientifique est le fantassin du XXIe siècle, puisque la guerre aujourd'hui est une guerre technologique. Et à ce titre, vous disiez que l'Asie n'avait pas nos complexes judéo-chrétiens
pour mettre les mains dans le cambouis et y aller à fond. C'est ce que le responsable de ce programme de séquençage des surdoués expliquait dans le Wall Street Journal. Il disait « Ces choses-là vous inquiètent et vous posent problème. Nous, en Chine, cela ne nous pose pas de problème. » Effectivement, il est possible que certaines puissances montantes de l'Asie ne partagent pas la totalité de nos réticences à utiliser ces technologies-là. Peut-être même, certains pays chercheront-ils demain à créer des surhommes à des fins géopolitiques. Alors justement, est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver dans des conflits géopolitiques entre des surhommes et puis des gens qui auront refusé? Il est à craindre, la guerre a toujours existé, que la guerre existe aussi au XXIe siècle, mais elle prendra d'autres formes. Ce sera une guerre technologique. Et malheureusement, je n'imagine pas que la guerre ait disparu avec l'entrée dans le XXIe siècle. Donc ce type de conflit est tout à fait possible. Et non seulement le fait de créer des surhommes, mais aussi de créer des armes à l'échelle nano, qui pourraient faire des nano, donc on ne le voit pas, c'est à l'échelle de la cellule, c'est un milliardième. Pourquoi voudriez-vous que les militaires n'utilisent pas ces nouvelles technologies? Pourquoi voudriez-vous que certains pays renoncent à ces technologies-là, d'un point de vue militaire? S'ils le faisaient, ils seraient asservis par les pays qui n'y renonceraient pas. Renoncer à une technologie de cette puissance du point de vue militaire, c'est être asservi par ceux qui n'auront pas les mêmes réticences et qui utiliseront ces mêmes technologies à des fins géopolitiques. Et quand vous avez fait cette conférence, vous avez fait la conférence sur le fait qu'on va prolonger la vie, ça va être très bien, il y en a plein dans la salle qui vont vivre 100, 150, peut-être 200 ans, voire 1000 ans pour ceux qui ont moins de 10 ans. Je n'ai jamais dit que de vivre très longtemps allait être super. Je pense que l'allongement de la durée de vie que va permettre les technologies NBIC ne va pas être un long fleuve tranquille. Je pense que nous allons au-devant de crises politiques, de crises philosophiques, de crises psychologiques. Il est clair qu'une durée de vie très longue risque d'entraîner une augmentation des risques de nihilisme. Le totalitarisme est possible et pourra se servir, comme nous l'avons vu, de ces technologies-là. Donc je n'ai pas du tout une vision rose de ces évolutions technologiques. Je pense qu'elles sont quasi inévitables. En revanche, je pense qu'il est important de les contrôler et je ne fais pas partie de ceux qui pensent que la technologie est toujours bonne. Alors, au jour d'aujourd'hui, on a des puces RFID dans tous les moutons en Europe. Enfin, presque tous les moutons. Il y en a certains qui refusent de mettre des puces RFID, c'est sans contact. Donc, des puces électroniques dans les moutons. Les moutons aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire se reproduire des moutons, sauf s'ils ont été améliorés et qu'ils sont dans un registre. Est-ce que ce qui se passe pour les moutons aujourd'hui ne va pas se passer pour l'homme dans quelques années? Je ne le souhaite pas. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Eh bien, ce ne sera pas forcément simple. Si certains pays décident d'avoir une politique eugéniste, il va être compliqué de les empêcher. Nous n'allons pas bombarder Shanghai pour empêcher la Chine de fabriquer des scientifiques plus intelligents si la technologie le permet demain. Alors, de toute façon, notre puissance militaire ne nous le permettra pas. Car nous sommes un nain militaire face à la Chine dès à présent. Et est-ce qu'il y a une prise de conscience des politiques de ces enjeux-là? Non, il n'y a pas un seul ingénieur au gouvernement français. Ces enjeux-là n'intéressent personne. Avez-vous entendu les dirigeants français s'occuper des technologies NBIC par les technologies? Jamais. Nos dirigeants sont des énarques, le plus souvent, qui n'ont pas de culture technologique, alors qu'en Chine, les principaux dirigeants sont des ingénieurs et sont fascinés par les potentialités géopolitiques des technologies NBIC. Et dans d'autres pays? Dans beaucoup de pays d'Asie, les élites sont faites d'ingénieurs. Chez nous, elles sont faites de juristes et donc de gens ayant une formation purement politique. Parce qu'au niveau européen, il y a beaucoup d'argent en recherche et développement qui est dépensé dans les recherches NBIC. Et on a vu quelques études qui parlent du principe de précaution. Il y a très peu d'argent investi en Europe. En Europe, beaucoup de pays en Europe ne dépensent pour la recherche que 1 à 1,5% de la richesse nationale. En Europe du Nord, c'est un peu plus élevé, c'est autour de 2,5%. Mais la Corée du Sud, par exemple, va bientôt arriver à 5%. Donc en réalité,
nous sommes en train d'abandonner la bataille pour le contrôle de ces technologies-là. D'ailleurs, nous le voyons tous les jours, l'Europe a une croissance nulle et sa part dans la richesse mondiale ne cesse de s'effondrer. Nous avons déjà perdu la bataille. Déjà perdu la bataille. Notre taux de croissance est de 0 alors que la croissance mondiale est de 4%. Et en matière de recherche? En matière de recherche, nous avons encore de beaux restes, mais nous risquons d'être laminés dans les 15 années qui viennent. Alors, vous disiez également qu'il fallait freiner le développement des technologies et qu'il fallait peut-être se donner du temps, peut-être 1 siècle à 2 siècles pour savoir exactement où on va aller. Par rapport aux tenants de ce qu'on appelle les thèses transhumanistes qui souhaitent modifier l'espèce humaine très rapidement dans les décennies qui viennent, je suis en décalage complet et je pense que nous devons être prudents dans l'utilisation des technologies qui permettraient éventuellement de modifier notre espèce. Je pense que nous devons prendre notre temps et je pense qu'il serait suicidaire de modifier de façon radicale notre espèce très rapidement dans les décennies qui viennent, lorsque la technologie le permettra probablement. Vous pouvez expliquer ce que c'est que les transhumanistes? Transhumanistes, c'est un courant de pensée très développé, par exemple chez Google, et qui pense qu'il est licite d'utiliser toutes les technologies NBIC pour augmenter, modifier, transformer l'espèce humaine. D'ailleurs, le principal transhumaniste, Ray Kurzweil, est le nouveau directeur du développement de Google. Ray Kurzweil, vous l'avez qualifié de Rick Azaray de la génomique. Alors, Ray Kurzweil est un scientifique d'assez bon niveau, mais en génomique, il dit pas mal de conneries. On ne peut pas tout connaître. C'est un spécialiste de l'intelligence artificielle. Quand il parle génomique et qu'il n'a pas été relu, c'est souvent un peu naïf. Et sur ces hypothèses qu'à l'horizon 2030 et ensuite à l'horizon 2050, on va avoir une bascule, ce qu'il appelle la singularité, qu'est-ce que vous... Alors, sur le rythme d'avancement... Si on regarde les 30 dernières années, nous n'avons pas prévu, personne n'a prévu le développement d'Internet, personne n'a prévu les smartphones, personne n'a prévu les réseaux sociaux. Il n'y a pas de raison que nous prévoyions le futur technologique de façon aussi fine et que le planning d'utilisation de ces technologies-là soit connu dès à présent. Je pense qu'il y aura beaucoup de surprises technologiques. Je pense que les technologies NBIC ont un grand potentiel, mais je ne crois pas qu'on puisse, à quelques années près, fixer l'échéancier des réalisations. Est-ce que vous êtes conscient qu'il y a plein de gens en découvrant ce que vous êtes en train de dire qui vont être effrayés? Et qu'est-ce qu'on peut leur dire? Mais c'est bien le problème. À force de ne jamais parler de ces sujets-là dans notre pays, alors que beaucoup de pays dans la zone Asie-Pacifique s'y consacrent aujourd'hui avec beaucoup d'énergie, nous sommes en décalage. Nous sommes centrés sur le passé, sur nos plans sociaux, sur la sauvegarde d'industries dépassées et nous ne voyons pas que le monde est en train de changer. Le réveil va être extrêmement brutal si nous ne changeons pas, c'est-à-dire si nous ne nous tournons pas vers le futur, ce qui ne signifie pas tout accepter dans ce que les technologies NBIC vont apporter, mais de développer une utilisation rationnelle, humaniste de ces technologies et d'éviter d'être dépassé par d'autres pays, car ne pas maîtriser les technologies NBIC, c'est la certitude d'être asservi et d'être vassalisé par les nouvelles puissances, notamment asiatiques. Grosso modo, un scénario noir, d'ici quelques décennies, il n'est pas exclu d'imaginer une armée de surhommes en Chine ou en autre pays asiatique. Dans quelques décennies ou dans quelques siècles, il n'est pas impossible qu'on puisse modifier l'espèce humaine et qu'on puisse optimiser son fonctionnement. Et on ne peut exclure, malheureusement, que certains pays décident de se servir de ces technologies-là. Et nous n'aurons pas forcément les moyens de nous opposer à ce que certains pays instrumentalisent l'espèce humaine à des fins géopolitiques. En matière de clonage, en matière de recherche sur le nucléaire, il y a des gens qui invoquent le principe de précaution. On a le traité de non-prolifération nucléaire qui a été mis en place. Bien sûr. Est-ce qu'il faudrait quelque chose de cet ordre-là en matière de NBIC? Je répète ce que je disais tout à l'heure, si la Chine a décidé d'utiliser les technologies NBIC dans une voie qui ne vous plaît pas, vous n'allez pas bombarder Shanghai. Donc j'ai bien peur que nous fassions des moulinets et que nous soyons des roquets géopolitiques sans pouvoir et que nous soyons velléitaires. Je ne vois pas comment nous empêcherions des pays plus forts que nous d'utiliser des technologies. Et si la Chine avait voulu nous empêcher de construire une industrie automobile en 1900, nous aurions rigolé. Nous risquons d'être dans la même situation avec les technologies NBIC au XXIe siècle. Donc la solution, c'est de continuer à chercher pour justement être up-to-date, pour pouvoir justement répondre à des mauvais usages
De toute façon, si nous ne maîtrisons pas les technologies NBIC, nos petits-enfants auront mandarin en première langue et français en option langue régionale. Nous serons complètement vassalisés par les puissances montantes dont on parlait tout à l'heure. Vous êtes plutôt confiant ou plutôt pessimiste ou je suis en sur général, l'évolution de l'humanité? Je suis en général optimiste. Je pense que les technologies NBIC et leur déploiement ne vont pas être un long fleuve tranquille et que beaucoup de surprises technologiques nous attendent et que la France a complètement tort de ne pas s'intéresser à ces technologies-là car il faut se préparer aux défis que les technologies NBIC vont apporter à nos existences dans les décennies qui viennent. Et au niveau des universités, des écoles, on a un enseignement qui a pris la mesure? Non, nous avons pris beaucoup de retard. Beaucoup de retard. Et le système de recherche et le système universitaire français n'ont pas pris la mesure de ces évolutions-là. Et Minatech? Il y a quelques réalisations, comme à Grenoble. Le paysage n'est pas complètement noir, mais l'effort qu'il faudrait faire pour arriver au niveau des États-Unis ou de la Chine dans ces technologies-là est considérable. Et nous n'en prenons pas le chemin aujourd'hui. Vous pouvez voir que le ministère du redressement productif s'intéresse plus à la sauvegarde des usines condamnées qu'au développement des technologies NBIC. Je ne suis même pas sûr qu'Arnaud Montebourg sache ce que veut dire NBIC. Et qu'est-ce que vous pensez de ceux qui, à Grenoble notamment, il y a un collectif qui est très connu là-bas, qui s'appelle Pièces et Main-d'œuvre. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent c'est trop joué aux apprentis sorciers, c'est trop dangereux, il faut dire non? Je pense qu'il faut des contre-pouvoirs. Je pense qu'il faut une vraie réflexion sur le contrôle des technologies NBIC. Je suis plutôt favorable à leur déploiement, notamment en médecine, mais il est nécessaire, il est salutaire qu'il y ait des groupes qui s'interrogent et qui nous interpellent sur ces technologies-là. Les technologies NBIC exigent la présence de contre-pouvoirs. Ça me paraît salutaire pour que nous soyons certains que le débat se soit développé et que nous ayons bien réfléchi à toutes les implications du déploiement de ces technologies. En l'espèce, les gens de Pièces et Main-d'œuvre et les gens qui étaient à côté, quand le gouvernement a lancé un grand débat national sur les nanotechnologies, qui était un débat plus sur l'acceptabilité. De toute façon, l'argent était déjà dépensé. Minatech, et donc ce grand centre de recherche à Grenoble sur les NBIC, et plus particulièrement les nanotechnologies, était lancé. Ils ont réussi à pourrir le débat public. Et ce qui était très paradoxal, c'est de voir que l'essentiel, j'ai l'impression, je me trompe peut-être, de ceux qui réfléchissent à ce que ça va changer dans nos vies, sont des gens qui refusent ces technologies. Beaucoup plus que... Bien sûr. Il y a déjà les contre-pouvoirs, mais il n'y a pas encore le pouvoir NBIC, il n'y a pas encore de politique NBIC. Il y a un pouvoir quand même, au sens Minatech existe, il n'y a pas que Minatech, oui. Il y a déjà des recherches. Il n'y a pas grand-chose et Minatech est un contre-exemple heureux, mais globalement, nous sommes très en retard. Et qu'est-ce que vous pensez de la prise de conscience? Parce que vous parliez également de biopolitique. Est-ce que les chercheurs qui travaillent, les industries qui travaillent qui font ces recherches-là, est-ce qu'elles mènent une réflexion philosophique, en général, les gens n'ont pas de vision transversale de ces sujets-là, s'intéressent juste à leur axe de recherche personnel. Il n'y a pas encore eu de réflexion globale, biopolitique, c'est-à-dire sur les conséquences du déploiement de ces technologies-là à l'horizon du siècle. Il faut s'y mettre, quoi. Je pense qu'il est urgent qu'on s'y mette et je pense que le président de la République, le Premier ministre, le ministre du redressement productif devraient de toute urgence s'intéresser à ces sujets-là qui aujourd'hui ne les intéressent pas et qu'ils ignorent totalement. Je ne sais pas si, en conclusion, il faut être pessimiste ou optimiste. Enfin, de toute façon, c'est pas blanc ou noir. Mais effectivement, il y a urgence à en débattre. Je vous remercie en tout cas. Merci beaucoup.